Ravi de nous retrouver. Toutefois, rappelons-nous l'âme de la devise du Forum de médias, constituée dans la trilogie fidélité, efficacité et régularité. Avant toute chose, découvrons d'abord la composition du plateau et nous partirons de la gauche. Nous retrouvons les professeurs. Déjà, je suis ici en ma qualité de président du Parti socialiste pour l'intégrité et la justice. Nous reviendrons. C'est en cette qualité-là que nous vous avons invité, professeur, et après les professeurs. C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de la nation. Après Mami Abongo. Moi, je viens en qualité de jurisconsulte spécialisé en droit international public et beaucoup plus avec une consonance de droit de la mer et politiste également pour analyser quel que soit le secteur de la vie, puisque j'ai eu aussi une expérience de gestion en tant qu'administrateur dans plusieurs institutions au niveau de la région parisienne. Nous retrouvons Monsieur Loutouma Bango Junior, communicant. Les communicants Loutouma Bango. Eh bien, allons à droite cette fois-là. Et à droite, nous rencontrons Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique et Pessa Fongola Mboka. Pessa Fongola Mboka. Après, nous avons Maître Carlos Simopili, je suis président national des conseils suprêmes de la société civile, coordonnateur national et porte-parole de l'aide du ciel. Donc la société civile électorale, c'est moi, son porte-parole. Après le porte-parole de la société civile. Voilà, je suis Aldarish Luboya, président de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo, MLC. Voici les sommaires. À l'heure qu'il est, le monde entier connaît parfaitement bien, à travers les déclarations de certains élus de parlements occidentaux, les drames qui secouent la République démocratique du Congo, paralysant ainsi tout développement de ce pays. Sur le plan sportif, la République démocratique du Congo se conjugue au passé simple. Le présent et le futur ne semblent pas nous préoccuper, comme si, pour nous, la pratique sportive serait un simple fait tout à fait négligeable. Notre pays, qui est vraiment un diamant de la création, comme l'avait décrit le pape François, avec un tel pays, les Congolais ne peuvent pas chercher le paradis ailleurs, en aucune façon. Voilà de quoi est-ce que nous allons parler et nous avons un invité de marque en la personne du professeur Bakandedja. Monsieur le professeur, on dit la répétition c'est la mère des sciences. Vous venez de créer un parti. Comment se nomme le parti? Parti socialiste pour l'intégrité et la justice. Parti socialiste pour l'intégrité et la justice. Oui. Et pourquoi vous avez attendu longtemps? Bon, j'ai attendu longtemps après avoir observé la crise qu'il y a dans le pays et la faillite des missions des partis politiques congolais qui n'éduquent pas suffisamment les masses, qui n'accomplissent pas leurs missions, qui ne répondent pas aux missions des partis politiques. Parce que lorsqu'on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Au-delà de la vision réaliste qui consiste à dire que considérer la démocratie comme une fin de l'histoire, il y a une vision humaniste qu'il faut intégrer dans la gestion, qui doit rappeler les valeurs à partir desquelles on peut enraciner et construire un État. Or, ces valeurs-là ne sont pas remplies au Congo. Il y a une crise des valeurs. Vous avez les valeurs morales, les valeurs éthiques, les valeurs culturelles, ce qui fait que le citoyen congolais est complètement déboussolé et il ne sait pas quelle est la place qu'il doit placer dans les valeurs pour construire un État. Alors c'est ça qui a justifié que nous puissions, face à toutes ces crises laminiformes, vous avez toutes les antivaleurs que vous connaissez, corruption, détournement de deniers publics, concussion, et puis une justice inéquitable.
il faut voir le ressenti des populations face aux décisions judiciaires que nous avons. Et tout ça, ça pousse à ce qu'on puisse sensibiliser à ces enjeux-là pour que demain, nous créons une société où règne l'harmonie, où il y a la solidarité, et de manière à ce que nos enfants qui viendront demain, parce que les gens qui exercent les pouvoirs ne l'exercent pas éternellement, mais ils doivent laisser des traces pour que les enfants ne reprennent pas les mêmes erreurs du passé, parce que la politique n'est pas la bataille des singes. La politique, c'est de l'altruisme, c'est le service à la communauté. Et ça, c'est une mission noble, mais qu'on ne retrouve pas dans le pays, ce qui fait que lorsqu'on compare la démocratie à la congolaise, bon, les gens s'en moquent parfois, la congolaise, c'est différent d'autres démocraties. Voyez le spectacle qui est présenté chaque jour dans les chaînes des radios et des télévisions, des insultes, des invectives, des bagarres même parfois, pour des questions aussi simples. Ça montre bien que la démocratie est à un stade qu'on ne retrouve pas dans notre pays, parce qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Hein. Mais la démocratie doit être bâtie sur un certain nombre de valeurs, parce que ceux qui exercent même les mandats politiques, depuis l'époque où la démocratie est née, à l'époque des Grecs, etc., on ne choisissait pas tout le monde, on choisissait les meilleurs. Donc mais nous n'avons pas fait ce choix-là, nous avons fait le choix de la médiocrité. Donc c'est un cri de révolte que nous avons voulu lancer à travers la création de ce parti-là, dans un contexte particulier. Vous voyez, un contexte de guerre qui implique une certaine cohésion sociale, une harmonie pour résister. Parce que si vous ne résistez pas, on va vous prendre le pays. Et nous avons commis beaucoup d'erreurs au cours des dernières années. En 1960, les premières rébellions ont commencé en 1960, nous avons créé des provinces. Il y en avait 21. Ensuite, l'idée de nationalisme, de patriotisme, nous a poussé à avoir 9 provinces. Après 9 provinces, on a fait à l'étape expérimentale, on a divisé le Kivu en 3 provinces. Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. C'était expérimental. Mais après, on s'est lancé dans la folie collective après les conférences nationales. Et maintenant, vous avez créé 26 provinces. En 1960, on parlait déjà de la balkanisation. Mais quand vous arrivez à 26, ça veut dire que la balkanisation a commencé déjà par vous-même. Alors, quand vous divisez le pays en ces provinces qui sont des provinces tribales, claniques, etc., mais vous créez les germes de la balkanisation et de la division. Donc, c'est des choses qu'il faut expliquer, parce que si on n'explique pas, les gens vont penser que ce qui est là maintenant, c'est l'idéal. Vous voyez comment les familles sont déchirées. Vous avez des provinces, vous avez la province de Bandundu qui a été divisée. Vous avez une mère de Bandundu-Ville, un papa de Maïdombe. Et vous voyez tout ce qui se passe maintenant avec la situation que nous avons à Kwamouth, etc. C'est des choses invraisemblables. Alors, on nous voit de l'extérieur. Quand nous cherchons à nous défendre pour dire on nous agresse, etc., nous avons à l'intérieur, nous avons créé les germes et c'était de l'infiltration qui était déjà réalisée depuis plusieurs années. Voilà, c'est ce cri de révolte qui fait que demain, on ne sera pas là. Nous sommes déjà ce qu'on appelle le 3e âge, mais nous voulons laisser aux enfants des structures, des organisations politiques leur permettant, tout en respectant les opinions des uns et des autres, de construire un État. Et construire un État, c'est l'asseoir sur des institutions stables, et non pas sur le sable. Vous ne craignez pas que ce nouveau parti soit avalé par les anciens? Non, il ne va pas être avalé par les anciens. Tout dépend des concepteurs de ces partis. Qu'est-ce qu'on va faire en politique? Est-ce qu'on va en politique pour s'enrichir, ou bien on va en politique pour aider à développer le pays? Ce sont des interrogations qu'il faut avoir. On va en politique conquérir le pouvoir, mais pour faire quoi? Si c'est conquérir le pouvoir pour le pouvoir, sans nécessairement penser à la population, 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 sans nécessa
au but pour lequel, aux objectifs pour lesquels vous voulez acquérir le pouvoir, c'est changer le cadre de vie, changer les habitudes, aller vers le progrès et le progrès social. C'est ça que doivent viser les hommes politiques. Ça fait maintenant combien? 4 cycles électoraux. On a eu des élections, Est-ce que le pays s'est développé? Le pays ne s'est pas développé, on a eu des élections, mais toutes les ressources... Comment vous avez fait le choix de membres du parti? Non, le choix, c'est un parti national. Le parti, on trouve des patriotes sur l'ensemble du territoire national, des gens qui doivent avoir l'âme du Congo. L'âme du Congo, c'est aimer le pays. Et aimer le pays, c'est aimer les frères et sœurs. C'est en aimant les frères et sœurs, on s'aime soi-même. Et les patriotes, on les retrouve partout. Voilà qui a justifié que, après avoir exercé toutes les fonctions que nous avons exercées, nous avons maintenant l'expérience pour guider les jeunes à construire demain, à retrouver demain des véritables démocraties. Je vais donner un petit exemple. Vers les années 90, moi je suis rentré au Congo en 88 ou 89. C'était encore sous le régime de Mobutu. Dans les ministères, on ne pouvait jamais trouver dans des ministères plus de 2 conseillers qui appartiennent à la même ethnie que le ministre ou le commissaire d'État. Il y avait des règles qui étaient établies pour que vous n'ayez pas plus de 2 conseillers, etc. Et après Mobutu, Mouzé est arrivé, j'ai été ministre aussi de Mouzé, dans nos ministères, il y avait des règles, on nous avait dit, vous ne pouvez pas engager plus de... Petits frères. Pas des petits frères, etc. Mais depuis la mort de Mouzé, maintenant vous voyez dans les ministères sont devenus des ligablos des familles, hein, ce sont des maisons familiales. Dans les entreprises, c'est la même chose, vous avez dans les entreprises, vous avez père, mère, enfant, beau-frère, belle-sœur, beau-fils. Mais comment vous voulez gérer une entreprise publique avec ce genre d'homme? Vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée, dans les chambres législatives. Qui sont Les suppléants. les suppléants? C'est la femme, ou c'est le beau-fils, ou c'est le fils, ou c'est le frère. Là, on ne peut pas construire une démocratie. Ça, on se moque de nous partout à l'extérieur. On se moque de nous de devoir donner les leçons du nationalisme ailleurs. Hein. C'est ça qui m'a révolté. J'ai dit, bon, on commence par des petits pas. Peut-être qu'on trouvera d'autres personnes qui réfléchiront comme nous. Plus nous sommes 10 ou 11 qui réfléchissent de la même manière, nous pouvons avoir à construire un État. Je reprends, le président Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes pour diriger le Congo. Mais il en avait plusieurs. Il n'avait pas trouvé 15. S'il avait trouvé 15, on aurait pu peut-être changer les choses. Alors maintenant, là, vous dites, je suis peut-être le premier. Le deuxième, ça peut être M. Kitoko qui est en face. S'il réfléchit comme moi, ça peut être M. Luboya. Et ensemble, plus Mme Bongo qui est là, nous représentons le Congo. Nous pouvons construire un État moderne qui sera respecté dans le Conseil des Nations, parce que pour l'instant, je vous donne un exemple. Nous sommes agressés depuis plusieurs années, ça fait 30 ans qu'on est agressés. Combien de pays africains lèvent leurs doigts pour dire le Congo est agressé, voilà, il faut faire ceci? Il y en a très peu. Hein. Il y a très peu de pays qui font ça. Pourquoi? Parce que nous sommes fragilisés par nous-mêmes. Nous nous sommes fragilisés nous-mêmes et nous avons des langages qui ne permettent pas de construire dans la solidarité et la cohésion un État. Voilà. Vous venez de parler de pouvoir. Nous nous souviendrons récemment, le pape qui est passé par ici, qu'est-ce qu'il a dit, le pape François, en parlant du rôle important du pouvoir. Il dit, celui qui détient les responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline, en vivant la fonction reçue comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n'a de sens, en effet, que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fuyant l'autoritarisme
la recherche de gains faciles et les soifs d'argent, que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux. Mais le pape a bien dit. Moi, j'ajouterais en tant que chrétien, moi je suis chrétien catholique, j'ai appris le catéchisme. C'est à partir du catéchisme qu'on nous a appris à savoir comment nous comporter. Toutes les vertus sont dans le catéchisme. On le retrouve aussi dans les Corans. Ne pas voler. Aimer son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les... Ne pas envier, ne pas envier, etc. Ne pas tuer. Mais personne ne respecte les 10 commandements de Moïse au Congo. Et le premier commandement, c'est d'aimer. L'amour du prochain. D'amour du prochain. Alors, si vous ne nous aimez pas, vous voulez vivre dans une société. La société, c'est l'harmonie entre des personnes, des cultures différentes, d'origines différentes, et avoir l'esprit de partager ensemble un certain nombre de valeurs. Et ça, on ne le retrouve pas au Congo. C'est ce travail-là qu'il faut faire maintenant, par la conscientisation, par la sensibilisation, par l'éducation. J'apprécie maintenant qu'on ait décidé de réintroduire à l'école primaire les cours de religion et de morale. Ça va permettre de construire l'âme du Congolais, en tenant compte de notre culture. C'est une culture globale. Vous avez créé un parti politique. Le parti politique, l'objectif, c'est de conquérir les pouvoirs. Il n'y a pas une semaine passée, nous avons connu le remaniement ministériel. Alors, quels sont les faits notables que vous avez relevés? Les faits notables, c'est comme tout le monde. Nous avons vu que dans le souci d'assurer la cohésion sociale et la cohésion nationale et la solidarité dans un contexte de crise sécuritaire, le président de la République a été amené à faire appel à d'autres fils du pays pour l'accompagner dans la gestion du pays en cette période difficile d'agression du pays par les puissances extérieures, principalement occidentales, à travers un État voisin ou des États voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Donc c'est ça l'effet marquant, donc l'entrée de M. Jean-Pierre Bemba et de M. Vital Kamerhe. Alors, M. Luboya, avec un petit recul, il y a une semaine que nous avons connu le remaniement. Quels sont les faits notables que vous avez relevés? Oui, je pense que nous avons ici dit la semaine passée qu'il y a eu une composition orientée, je vais dire orientée, par rapport aux attentes, effectivement, de notre nation, par rapport aux attentes du peuple, parce que c'est le même, on va dire pratiquement le même gouvernement qui a été reconduit avec quelques retouches. Gouvernement qui avait un programme qui était présenté à l'Assemblée nationale en 2021, avec ses piliers qui touchaient pratiquement l'État qui devait être un État fort dans tout ce qui était politique, électoral et relatif à la justice. Un État prospère, c'est-à-dire voir tout ce qui était économie, finance, un État solidaire aussi, et là il y a les aspects sociaux et les aspects culturels, mais aussi la reconstruction. Alors le constat est que déjà les acteurs qui entrent en jeu, d'ailleurs j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un en lui disant que si nous avions cette équipe, à quelques réserves près, si nous avions cette équipe il y a 2 ans, peut-être que les choses auraient vraiment bougé, parce qu'il s'est avéré que le programme est un bon programme, mais qui avait effectivement aussi un problème d'homme. Parce que vous savez, parfois ce n'est pas seulement un problème de compétences, mais il y a aussi la carrure qui compte pour tenir et gérer certains portefeuilles, surtout vu l'état dans lequel le pays se trouve. Donc, voilà. Alors, l'autre junior, quels sont les faits que vous avez relevés après une petite observation, puisque il y a une semaine que le remaniement est intervenu? Je pense que
le chef d'État a écouté la population face à une agression injuste que nous subissons depuis, on va dire une trentaine d'années même, de la part de puissances étrangères qui ont pris le Rwanda comme sous-traitant. L'entrée de Jean-Pierre Mbemba, de Vital Kamerhe sont des faits majeurs. C'est des personnalités politiques majeures au niveau de notre pays et qui ont de l'expertise, chacun dans son domaine. Si on parle de Jean-Pierre Mbemba, il a quand même une expérience au niveau de pas de la guerre, mais qui aussi, par sa formation de manager et sa formation militaire, je crois qu'il peut faire face à tous les défis et les enjeux qui se passent à l'Est. Et je crois que c'est une très bonne chose pour la cohésion nationale que nous ayons des personnalités comme Jean-Pierre Mbemba ou Vital Kamerhe, ou même, on oublie souvent Boussa Nyamousse. Voilà, qui soit là autour du chef de l'État, parce que je l'ai rappelé ici une fois au plateau, que lorsqu'un pays est agressé, nous devons être unis autour du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, c'est le chef de l'armée, le chef suprême. Et l'armée, c'est ce qu'on dit souvent, l'épine dorsale d'une nation. Donc si on ne soutient pas le chef de l'État, donc le chef des armées, on affaiblit l'armée, on affaiblit la nation. Donc face à cela, il était temps que tous ces dignes fils de pays rejoignent le président de la République pour faire face à cette agression. Maintenant, il y a d'autres défis. Du point de vue social, qu'il faut pas éluder cela. Tout le monde, on le constate, c'est que vu la population quinoise ou congolaise en général, le dollar qui est en hausse, le problème d'électricité et d'eau, le transport, les salaires pour certains qui n'est pas encore tombé aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont des défis majeurs à relever. Donc je crois que le docteur Vital Kamerhe peut, par rapport à son expérience de grand manager, apporter quelque chose dans ce gouvernement. Moi, je veux parler ce que étant société civile, ce que je parle, ce que le peuple congolais a observé après cette publication de ces gouvernements, ce que le peuple congolais a été déçu dans son ensemble. D'une part, pour les gens du Kivu, il y a eu la non-représentation de grands groupes ethniques. C'est que, comme d'habitude, il y a toujours l'exclusion des groupes ethniques héroïques, c'est-à-dire les groupes ethniques qui refusent les agresseurs depuis le RCD et jusqu'à présent. Autre chose qui a fait la déception au sein de la société civile, c'est que nous continuons à primer ou à considérer les diplômés formés dans l'académie politique et militaire du recteur Kagame et du recteur Museveni. Ce qu'au Congo, pour être reconnu, il faut que sur votre CV, vous soyez ancien du MLC, ancien du RCD. Là, vous aurez des privilèges dans l'armée et dans la politique. Et ce qui fait que ces gouvernements ont ça l'odeur du régime de Kampala. Ça, c'est le peuple qui le dit. Et aussi, on trouve de grosses pointures et on suspecte que ça ne soit pas comme le gouvernement de Tchibala, où les autorités morales venaient pour puiser de l'argent et préparer à financer leurs campagnes électorales. Donc, il y a ça, mais la société civile termine toujours par des propositions, des recommandations. C'est à eux qui entrent qu'ils fassent le contraire. Le président de la République, le Premier ministre, ils sont comme des coachs. Ils vont faire entrer un joueur en seconde mi-temps, mais c'est le joueur qui entre qui va sauver son entraîneur avec le résultat sur le terrain. Il appartient à Excellence Jean-Pierre Bemba de faire quelque chose, d'autant aussi s'il aura l'accès au financement, parce que c'est lui qui venait de partir, il n'avait pas de financement, le ministre des Finances le bloquait. Il appartient... Vous êtes sûr? Selon les sources. Le ministre... les sources doivent être différentes. Aujourd'hui, on parle de Vital Kamerhe, ministère de l'économie. C'est un ministère qui a existé depuis longtemps, qu'on ne cherche pas à faire la politique des fusibles. Parce que c'est ça la politique de l'actuel régime. Fusible, c'est-à-dire
on cherche toujours des boucs émissaires. C'est que si ça ne marche pas, c'est Kamere avec l'économie. Pourtant, c'est le ministère qui existe depuis longtemps. Si c'était le ministère important, ça serait à lui de baisse. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que... il faut s'attendre vraiment de plus, d'autant que tout devrait passer par ce que le professeur venait de dire, la justice. Lorsqu'un pays ne sait pas faire la promotion de la méritocratie, faire la justice, et que nous, les bons citoyens, nous sommes exclus parce que nous n'avons pas été dans l'académie du recteur Kagame ou Museveni, je trouve que c'est un problème. Mais, étant que patriote, prions pour que Dieu fasse le miracle et que les choses peuvent changer peut-être. Ok, mais les remaniements, c'est fait pour ça. Les ministres sont des fusibles, bien entendu. On doit les changer. Chaque fois que les fusibles ne répondent pas, on doit... Non, fusible, c'est-à-dire quoi? Vous savez, les fusibles, là, on installe l'électricité. C'est-à-dire, pour sécuriser les appareils. Bien entendu. C'est les fusibles qui sautent. Donc, pour sécuriser l'image du président de la République, on place Bemba si l'insécurité continue, c'est Bemba. L'électricité, c'est le président. Si l'économie ne marche pas, c'est Kamere. C'est dans ce sens-là. L'électricité, c'est le président. Le fusible, c'est le ministre. Quand le fusible ne marche pas, eh bien, on change de fusible. Alors, Madame Ambongo. Oui, Monsieur Noël, merci pour la parole. Les faits que je peux constater, bon. D'abord, hier, lorsqu'on a transmis en direct le Conseil des ministres, rien qu'à voir la salle qui était pleine, je me suis dit qu'ils sont nombreux. Ces ministres, ces vice-ministres, ministres d'État, ainsi de suite. Or, les défis sont restés les mêmes. On pouvait peut-être réduire la taille du gouvernement. Vu que nous sommes en guerre, on doit plutôt avoir les moyens pour envoyer à l'est du pays. Mais malheureusement, on a encore grossi le gouvernement. Un gouvernement de 58 personnes, vous voyez un peu ce que ça fait dans le budget de l'État. Et l'autre fait que j'ai pu relever, bon, les gros poissons sont entrés, oui, mais moi, en raisonnant, je me suis dit, Monsieur Félix vient de mettre en place une équipe de campagne, parce que lorsque vous avez le leader du MLC, c'est l'Équateur, vous avez le leader de l'UNC, c'est le Kivu, alors il a un peu, quelque part, quadrillé le territoire national pour des fins électoraux. Et les deux poids lourds-là ne pourront pas postuler à la fin de l'année comme président de la République parce que quelque part, M. Félix les a dans sa manche. Et ce que j'ai pu relever aussi, c'est l'aspect festif. Lorsqu'on accède à ce genre de fonction, ministre, vice-premier ministre, c'est une responsabilité. Mais je ne comprends pas, dans notre pays, nous avons cette culture festive. On nomme quelqu'un ministre, c'est les poutres qu'on met sur la tête ou le foufou qu'on met sur la tête. Mais c'est une responsabilité. On fait trop de bruit parce que tel a été reconduit. Nous avons des ministres dans ce gouvernement, en principe, qui devaient quitter le gouvernement. Ils sont en train de bloquer les autres ministères. Ils débloquent de l'argent difficilement. Les fonctionnaires sont payés difficilement. Les primes sont payées difficilement. Mais on garde un tel monsieur et il est reconduit. C'est la fête ainsi de suite. Alors que les gens festoient le ventre vide. Et enfin, le gouvernement n'a pas respecté la représentativité provinciale. Vous parlez des ethnies, mais la Constitution parle de la représentativité provinciale, pas les ethnies. Nous avons beaucoup d'ethnies. Si on doit tenir compte de chaque ethnie, nous aurons un gouvernement de combien de personnes? Donc, ce sont les provinces. Et quand vous observez bien, j'ai suivi même sur Top Congo, il y a une province qui a dénoncé qu'elle n'est pas dans ce gouvernement. Et s'il y a moyen de corriger, parce que quand vous regardez le Nord Kivu, nous avons Mouindo, vous avez Paluku, le Sud Kivu, vous avez Kamere, la Mongala, chez moi, c'est 3 personnes, Sakombi, Liaou, vous avez aussi le vice-ministre du budget, M. Élisée Bokoumanoa, vous avez d'autres provinces aussi, mais il y a une province, peut-être 2 ou 3, qui ne sont pas là. Donc, c'est un gouvernement éléphantesque. Le Premier ministre dit qu'il travaille dans la continuité.
doit-on s'attendre à quelque chose? Mais les défis, il doit quand même les relever, entre autres la sécurité, la situation socio-économique. Vous voyez aujourd'hui avec le panier de la ménagère, on peut même pas dire panier de la ménagère, sachet de la ménagère, parce que ça ne fait que rétrécir. Et il y a aussi les élections. Oui, le sachet de la ménagère. Il y a la dépréciation de notre monnaie, bien qu'on vient d'injecter beaucoup de dollars sur le marché pour que notre monnaie puisse s'apprécier. Et il y a aussi les élections qui pointent à l'horizon. Parce que Kadima nous a rassuré qu'il y a les élections à la fin de l'année. Je crois qu'on peut enlever dans notre tête cette thèse de transition, c'est-à-dire réfléchir sur les 2 ans de transition qu'on doit encore donner à l'actuel président pour réparer ou continuer ce qu'il a eu à commencer et qui n'a pas pu achever. Alors, Monsieur Kitoko. Vous savez, Noël, nous sommes en train d'intervenir à l'instant où je sais que la population congolaise traverse le moment le plus compliqué, le moment le plus difficile. Parce que l'apparence que ça peut donner au travers de cette émission, c'est que le Congo, c'est bien, c'est beau, c'est ceci, mais la réalité montre déjà que la population se trouve dans l'errance, dans une situation complètement désastreuse. Ça, il faut qu'on se le dise. Maintenant, lorsque cette question politique se passe de cette manière, est-ce qu'il y a eu une identification qui permet à ce qu'on puisse s'asseoir pour nous regarder les yeux dans les yeux, de façon à permettre que les choses se passent autrement, plutôt que des chamailleries politiques ici et là? Et c'est ça qui m'inquiète, moi. Je suis d'accord avec ce que venait de dire le professeur Bakandeja ici sur le plateau, mais la réalité montre que les acteurs politiques de notre temps, ils ne comprennent rien par rapport à ça. C'est ça qui me donne aussi, ça nous donne aussi et l'occasion et la possibilité de démontrer à la classe populaire que le pouvoir qui vous appartient, vous, le peuple congolais, ça, est-ce que nous avons cette légitimité ou cette attitude de faire comprendre que le pouvoir vient du peuple et que c'est lui qui détient le pouvoir que les autres exercent. Et si c'est lui qui détient le pouvoir que les autres exercent, il faut l'expliquer sa manière à lui, que ceux-là qui exercent le pouvoir pour son compte n'ont pas trouvé le chemin qu'il faut pour déceler les éléments ou les attitudes qu'il faut pour ramener ce peuple-là, pour qui il les a donné le pouvoir, aller vers le bon chemin. Voilà un peu ce que moi je trouve anormal dans la conscience des politiciens de notre pays à ce jour. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Quand je regarde la constitution du gouvernement récent, il y a quelqu'un qui a dit ici sur le plateau que Bemba, par exemple, il a été nommé parce que c'est de l'Équateur et Vital Kamerhe de l'Est. Et c'est vrai. Quelque part, j'essaye de... Ça me donne un peu le tic à l'oreille. Que si c'est sur base de ça, finalement, qu'on doit capitaliser l'état des lieux qui font que demain ou après-demain, qu'on vient de dire qu'il a brigué encore le mandat, si c'est ça, si c'est l'attitude qui constitue juste à prendre le pouvoir, moi, ça me désole en même temps, mais ça n'encourage pas le créateur d'un parti politique en face de moi, le professeur Bakandeja, qui doit aussi comprendre qu'au-delà du fait qu'il n'entre pas peut-être dans une opposition récurrente, mais que ça lui permettra à son parti de comprendre les indicateurs, des indices que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui sont en train de retracer de façon qu'il aille les idées lumineuses qui permettent à ce que son parti puisse fonctionner comme il se doit. Alors, monsieur... Oui, bonne question. À la fois, j'ai un brin d'espoir, à la fois, j'ai aussi une déception au niveau du gouvernement. Je ne sais pas s'il faut commencer par le positif, disons, ce qu'il y a de mieux. Oui, brin d'espoir, c'est le fait de voir arriver au sein du gouvernement, dans des poids lourds de la politique congolaise, en l'occurrence, M. Mbemba. Je pense qu'il y a un brin d'espoir à l'arrivée de M. Mbemba à la tête du ministère de la Défense. J'appuie complètement. Il va servir, il sert déjà d'épouvantail pour notre Kagame du côté du Rwanda et notre Mussolini du côté de l'Ouganda.
Et il sert aussi d'épouvantail pour ceux qui ont noyauté notre armée, notre administration. Je pense que, ne serait-ce qu'au niveau de l'armée, il sera à même de pouvoir réformer, toiletter cette armée qui est remplie des cafards, excusez-moi du terme. Deuxième point, brin d'espoir, puisque pour moi, la défense et l'intérieur sont les deux mamelles de la sécurité des Congolais. Il y en a un pour la sécurité par rapport à nos limites, l'autre c'est la sécurité intérieure. Donc je salue l'arrivée de Peter Kazadi. Je pense, et je souhaite d'ailleurs, qu'il fasse du bon travail, puisque j'étais de ceux qui pensaient qu'Acelo a trop traîné au ministère de l'Intérieur et qu'il ne faisait pas un travail conséquent. Si on a au niveau de l'intérieur, on n'arrive pas à sécuriser les citoyens et leurs biens, ça pose un problème. Comment est-ce qu'on peut sécuriser nos frontières, puisqu'à l'intérieur, on n'arrive pas. Donc je souhaite qu'il y ait des moyens donnés à M. Kazadi, qu'il y ait une réforme de la police et de la sécurité dont il a la charge. Donc il faut qu'on puisse nous assurer qu'il y a du bon travail, que ce soit évalué, j'espère, tous les trimestres. Donc bravo à Bemba et à Kazadi. Mais c'est un ministère technique, hein, d'intérieur. Intérieur, pas seulement technique, ils tiennent les services de renseignement. Oui, ils tiennent la police au quotidien. Non seulement certains Koulouna en uniforme, mais aussi ceux qui peuvent sécuriser nos citoyens dans nos quartiers. Donc c'est très important. Donc la déception, c'est quoi? Je l'ai toujours dit depuis des années, pléthore des ministères. Donc, dans le côté pléthorique des ministères, manque de cohésion. Moi, j'aurais voulu voir un seul ministre qui gère l'économie, les finances et les budgets. Puisqu'aujourd'hui, on se renvoie la patate chaude entre les ministres de finances et les ministres de budget. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai envoyé au budget, ou j'ai fait mon travail, j'ai envoyé aux finances, pas des résultats. Donc, j'aurais voulu que ce ministère soit un seul ministère. De la même manière, j'ai toujours proposé qu'on fasse de l'éducation nationale une seule éducation nationale, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Et ça permet, les deux propositions, je ne vais pas aller plus loin puisque le temps qui nous est imparti est limité. Quand on a une cohérence au niveau de l'éducation nationale comme au niveau de finances et autres, ça permet de solidifier l'administration. Puisqu'aujourd'hui, les ministres viennent, passent, mais ils ne se rendent pas compte que l'essentiel, c'est l'administration qui le fait. Beaucoup de ministres viennent avec leur cabinet, sans tenir compte même de l'administration. Donc le fait de réduire, de comprimer le nombre de ministères, ça permet à ce qu'on ait des directions générales ou des secrétaires généraux efficaces réellement pour pouvoir soutenir l'action du gouvernement. Voilà ce que je proposais. Voilà les échecs que nous avons eus de manière répétitive. L'exemple, on va en parler peut-être tout à l'heure, je vais finir là-dessus. Avant-dernier point. Les ministères de l'Éducation nationale devraient prendre à sa charge aussi la jeunesse et les sports. L'éducation des enfants ne va pas simplement du côté intellectuel, il va aussi du côté sportif, du côté physique. Donc on peut déceler des compétences au niveau du sport, au niveau de l'éducation. Et autre chose, au niveau de l'éducation, il y a des enfants qui n'aiment pas l'école, mais qui aiment le sport. Par le sport, ça peut faire en sorte qu'ils aiment l'éducation. Un dernier point, je vais finir là-dessus. Moi, je pensais que cette fois-ci, il y aurait eu un remaniement réel, puisque la plupart de nos ministres d'aujourd'hui seront candidats à la députation. Comment on peut garder des ministres qui vont être candidats à la députation dans quelques mois au niveau du gouvernement? Ils n'ont pas le regard vers la gestion du quotidien pour régler les problèmes de la société. Ils ont le regard comment je peux être réélu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il fallait que le président de la République procède par le fait de poser la question à certains ministres qui voulaient garder. Vous serez candidat ou vous ne serez pas candidat. Vous n'êtes pas candidat, vous ne serez pas candidat, je peux vous garder. Vous êtes candidat aux élections législatives ou sénatoriales, non pas au gouvernement. Donc, voilà, ramassé. Je pouvais rentrer dans les détails, mais c'est voilà mon point de vue. Ok. Alors, professeur, vous avez demandé la parole? Oui, les choses sont un peu plus complexes parce que quand on doit composer un gouvernement au Congo, il y a plusieurs paramètres. Parce que nous sommes ici dans le cadre d'une coalition gouvernementale de gestion. Les gens se sont répartis des responsabilités avec le système de quotas pour chaque parti. Donc c'est très complexe pour composer un gouvernement. Jean-Pierre Bemba, il faut le considérer comme étant un nationaliste. Pour quelle raison?
S'il avait pris les armes en 1998, à l'époque, je vous signale que j'étais conseiller de son père au ministère de l'économie nationale et en même temps, j'étais conseiller privé du président Kabila. Et toutes les négociations qui avaient été menées pour ramener Jean-Pierre à la raison, c'était José Makila qui était chargé des missions, qui prenait l'avion et qui partait pour aller négocier, parce qu'il lui avait fait comprendre qu'il n'avait pas intérêt à engager une bataille, une guerre contre son propre pays. Et il s'était révolté parce qu'il avait constaté que l'AFDEL, qui était arrivé, avait commencé à maltraiter les citoyens congolais en prenant les biens, commençant par Beni, etc. C'est ça qui avait fait sa révolte. Et si vous vous rappelez qu'il y a eu des histoires de cascades après qui ont montré qu'il avait été récupéré comme nationaliste avant que l'on puisse former le gouvernement 1+4. Donc ça, il faut rétablir la vérité. Deuxième élément, M. Carlos a parlé de la déception des populations, je comprends tout à fait, mais quand on gère l'État, on ne met pas de sentiments. Il y a parfois des décisions qu'on peut prendre, des décisions qui sont courageuses, mais que le peuple ne peut pas apprécier. Parce qu'une population, il doit avoir des guides, des élites, qui doivent faire comprendre que voilà ce qu'il faut faire. Quant à la question de toutes les provinces qui doivent être représentées, chacune de ces provinces pose problème, c'est nous qui nous sommes compliqués la tâche. Nous sommes compliqués la tâche avec 26 provinces. Alors, quand c'était 11, c'était encore possible. Maintenant, vous avez 26. Chaque province veut être là. Mais c'est un calcul difficile. Et moi, 58 membres. Moi, j'apprécie l'intelligence du président Tshisekedi d'avoir joué ce jeu-là. Quant à Vital Kamerhe, moi, j'ai travaillé avec Vital Kamerhe, vous connaissez, lorsque la guerre d'agression commençait vers les années 98-99, c'est nous qui étions au front, qui luttions contre, qui essayons d'expliquer à la population pourquoi nous avons la guerre. Kamerhe était parmi ces gens-là. Donc, il connaît un peu les problèmes du pays. C'est un nationaliste. Donc, c'est aussi un nationaliste parce que nous avons combattu ensemble cette histoire de guerre d'agression, malgré le fait que plus tard, chacun a pris sa direction, c'est tout à fait normal, mais il faut saluer, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres qui sont arrivés, des figures comme Peter Kazadi, moi, je le connais très bien, comme Moussa Nyamissi, c'est des gens que je connais vers les années 90, parce que moi j'ai enseigné aussi à Kisangani, et parmi mes premiers étudiants de Kisangani, il y avait tous ces jeunes-là qu'on retrouve dans ce gouvernement. Donc, pour moi, je trouve que quand les jeunes arrivent, apportent d'autres idées, il y a moyen de construire quelque chose de solide. C'est qu'on peut regretter, parce que le nombre fait que les ressources aussi vont être affectées à des dépenses. Alors, sur le dernier point, les voyages, parce qu'on a critiqué le président Tshisekedi plusieurs fois, il voyage beaucoup à l'étranger, tout ça. Mais le pays n'existait pas à l'extérieur. Nous avons vécu longtemps à l'extérieur. Hein. Pendant les 3 dernières années, moi je n'étais même pas ici. À l'extérieur, nous n'avions pas de diplomates. Qu'est-ce qu'on avait comme diplomates? Des gens qui ne savaient, parfois certains ne savaient même pas lire ou écrire, mais ils étaient là pour la représentation. Quand vous avez un secrétaire d'ambassade, un conseiller économique, c'est quelqu'un intelligent qui doit savoir qu'est-ce qu'il peut aller voler comme... pas voler, hein, utiliser l'intelligence pour avoir des informations nécessaires, transmettre dans son pays. Vous voyez, nous avons dans les ambassades ici, conseil économique, conseil culturel. C'est pour faire un travail. Mais au Congo, qu'est-ce que nous avons? Attaché. Jusque même au niveau des ambassadeurs, on avait des gens qu'on pouvait comparer parfois à des chèques de rompre victoire. J'ai vu des chauffeurs devenir diplomates. Tout ça, le pays n'existait pas à l'extérieur. Il fallait aller sur les lieux, prendre contact, parce que partout là, ceux qui représentaient le Congo ne disaient rien quand on parlait du Congo. Donc la diplomatie là, c'est ce qui a conduit à ce qu'on puisse même nous écouter. Et je crois que c'est une grande victoire que maintenant, au niveau du Conseil des Nations, on commence à parler du Congo. On sait qu'il y a un pays qui est en train de monter avec... une croissance économique qu'on ressent. Exact. Parce que moi, je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque nous étions en 1998, pourquoi la guerre avait commencé?
en 1998, hein, la guerre. Mais c'est parce que l'économie commençait à prendre de l'ascenseur. Non, il voulait effacer Mobutu. Non, attendez, l'économie. Mais ça dit qu'on voyait que l'économie commençait à prendre de l'ampleur. Et en ce moment-là, on a fait la guerre. On a fait la guerre pour stopper. Alors, c'est exactement la même chose maintenant. Vous voyez qu'on tente de nous retrouver par beaucoup d'efforts. Il y a des efforts qui ont été menés dans plusieurs domaines, en matière économique et financière, par exemple. Cette histoire de s'attaquer à la corruption, au détournement des deniers publics, ça fait que les gens ont commencé à avoir peur. Comme les gens ont commencé à avoir peur, les ressources de l'État ont commencé à augmenter. Donc c'est quand même des faits qu'on ne peut pas balayer comme ça dans le verre de rappeler pour que nous puissions comprendre le discours. Il n'y a rien qui soit facile. Gérer un État, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y aura toujours des embûches. Mais il faut avoir la capacité de pouvoir s'organiser pour relever tous ces défis-là qui vont se dresser vers nous. Et ça ne sera pas une bataille facile. Oui. Mami Abongo a soulevé un problème de festoyer après de nomination. Cette culture-là, nous devons encourager cette culture. Oui, monsieur. Non, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut condamner. Et même les médias nationaux devraient censurer tout ce qui est communication tribale. Nous, tributels, nous remercions les chefs de l'État d'avoir nommé un des nôtres. C'est pas bon. Ça, c'est très grave. Ça tue l'unité nationale. Maintenant, moi, j'appartiens à une tribu qui n'a pas eu un ministre. Vous avez eu 4 ministres. Et vous passez à la télé pour remercier le président parce qu'il a nommé 4 membres de votre tribu. Et l'autre tribu est à côté. Ça crée des problèmes. Et ça peut être exploité. Je vous invite à venir chez moi pour prôner les valeurs éthiques, les valeurs morales, pour que le Congo de demain ne soit pas ça. Oui, c'est bien de venir, professeur, mais quand par exemple vous nous dites, nous, vos anciens étudiants, que l'économie c'est bien avec tout ça, pendant que les taux, vous-même à l'université, vous dites ne payez plus en francs congolais parce que les taux est instable. Ça devient un problème parce qu'aujourd'hui nous souffrons. C'est pourquoi nous disons que lorsqu'on vous nomme ministre, c'est le taux, on reviendra. Vous devenez responsable, c'est-à-dire que vous devez répondre aux problèmes. Or, le Congo, ça se trouve en état d'urgence, où on a besoin de messieurs spécialistes, pas généralistes, pour répondre aux problèmes. Des choses à la fois. Hein? Des choses à la fois. Par rapport à l'attitude des directeurs, je pense qu'effectivement, il y a un sérieux problème et nous devons y travailler, notamment la classe politique congolaise. C'est pour ça que dernièrement, le mouvement de libération du Congo a organisé, à l'intention de sa jeunesse, une formation spéciale sur la posture et le mœurs d'un homme d'État ou de la personne d'État, pour prendre les deux genres. Parce que c'est des choses qui ne se donnent plus. Je crois qu'on peut peut-être faire référence à l'Institut Makanda Kabobi du MPR, mais aujourd'hui, regardez l'attitude des hommes d'État. On se rend compte que même le basique n'est pas respecté. Les gens ne savent plus c'est quoi le protocole, c'est quoi la préséance, comment doit s'habiller un homme d'État, comment se tenir en public, comment parler en public, qu'est-ce qu'un homme d'État peut dire et qu'est-ce qu'il ne peut pas dire, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et ça, c'est un gros travail que même la loi ordonne au fait les partis politiques à former leurs cadres et militants, parce que nous avons cette grande responsabilité. Il y a d'ailleurs un des participants à cette formation qui est un diplomate qui a dit que l'homme d'État est le premier diplomate du pays parce qu'il a la lourde charge de représenter l'État partout où il va. Et ça, c'est vraiment un grand travail qu'il faut faire, et je pense que les gens ont constaté. Au niveau du MLC, nous ne faisons jamais de fêtes quand il y a nomination. Vous ne verrez jamais une image où on saupoudre la tête d'une personne parce qu'elle a été nommée. C'est une manière pour nous de prêcher par l'exemple et d'amener en tout cas la classe politique on va dire, à se responsabiliser. Mais maintenant, je pense que, directeur, ça doit aussi
aller un peu plus loin, peut-être parce que nous avons vous savez, un ministre est aussi un agent de l'État, hein, il est reconnu comme agent de l'État, et il y a un code d'éthique de l'agent de l'État, je pense que vous le savez, pour le fonctionnaire, par exemple, mais je pense que cela devrait être encore plus renforcé par la loi, parce qu'après ceci, vous avez aussi une autre chose, directeur, c'est l'acceptation des cadeaux. Normalement, au regard même du code pénal, un agent de l'État ne doit pas recevoir des cadeaux. Et pourtant, quand les gens sont nommés, vous voyez qu'on vient avec des enveloppes d'argent, on donne des véhicules neufs, à ces personnes et on les accepte, on pense que non, c'est une manière de bien faire. D'ailleurs, j'avais moi un peu condamné, je crois que c'était le gouvernement, si je ne me trompe pas, ça devait être peut-être Matata 2, quelque chose comme ça, où on disait que le ministre pouvait quand même recevoir de l'argent, mais ça ne devait pas dépasser un certain montant. Non, il ne doit rien recevoir, parce que même 10 $ peut vous mettre en situation de conflit d'intérêts. Okay. Quand vous représentez l'État, il faut respecter le code éthique. Oui, Junior. Je pense que le problème est plus grave que cela. C'est pas seulement au niveau de la classe politique. Nous vivons une crise de valeurs dans ce pays. Et moi, personnellement, je pense qu'on peut remonter jusqu'au début de la conférence nationale, hein, où tout est parti un peu dans tous les sens. Vous voyez, au niveau de la famille même, de la famille congolaise, quand vous voyez tout ce qui se passe au niveau de la famille, c'est plus la famille que vous avez connue, vous, il y a 20, 30, 40 ans. Alors, qu'est-ce que vous attendez à ce que le politicien congolais se comporte autrement? C'est une crise d'identité. Aujourd'hui, on a même des gens qui vont en politique sans savoir pourquoi ils y vont. Et ils portent des actes qui sont contraires, soit à la morale, soit au bien, comme vous avez dit, au protocole. On ne comprend plus rien. Hein? Et là, je me retourne vers le professeur Bakancha, parce que c'est universitaire, c'est eux qui nous forment, au fait, toute cette élite-là. Doit-on pas penser aujourd'hui à repenser à l'homme congolais, professeur? Qu'est-ce que l'université aujourd'hui déverse sur le marché, que ce soit de l'emploi, sur le... non, on ne comprend plus rien. Hein? Professeur, vous avez soulevé ici, par exemple, le catéchisme qui était, comment on dit, un modèle pour vous, en disant, bon, voilà, il y a certaines valeurs que nous devons respecter, on ne doit pas voler, on doit respecter l'autrui, le bien d'autrui n'est pas... Mais tous ces gens-là qui sortent des universités, licenciés, masters et tout, hein, ils sortent même des universités chrétiennes, islamiques, avec des valeurs universelles sur l'humanité, tout ce que vous voulez. Mais dès qu'ils sont sur un poste de responsabilité, c'est des monstres. C'est des monstres. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est ce qui fait que ces hommes-là, hein, de la naissance, hein, ils ont appris tout ce que vous nous apprenez, comment bien se comporter, comment ne pas agresser l'autre, comment bien parler, ne pas crier, ce qui n'est pas à toi, il faut respecter. Et ces gens-là, dès qu'ils sont en poste de responsabilité, c'est des égoïstes, c'est des assassins, c'est des meurtriers, des détourneurs, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une crise de valeurs et qu'il faudrait que les Congolais, hein, que se retrouvent autour d'une table et essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et à quel moment nous avons basculé. Et je vais finir par ça, professeur, excusez-moi. Je pense que dans tous les débats qu'on a eus depuis les années 60, il y a des disciplines qui ne sont pas intervenues, hein, qui concernent l'être humain. On parle toujours des juristes, on parle des politologues, mais moi, dans ce pays, je n'ai jamais entendu parler d'un sociologue. Ni un anthropologue, ni un psychologue. L'être congolais, le Congolais d'aujourd'hui n'est plus le même de celui de 60. Le jeune Congolais d'aujourd'hui n'est plus le même que celui de 80. Il y a une mutation terrible. Donc, vous le voyez même dans la rue, hein, directeur. Aujourd'hui, vous mettez là, un jeune peut vous bousculer sans même s'excuser. Et tout le monde autour de vous va trouver ça normal. Voilà. Il faut que j'intervienne rapidement, c'est d'accord. On parle de crise des valeurs, voilà. Et il y a la question de l'impunité. Lorsque, dans un pays, les gens qui volent, par exemple, sont acclamés à la cité, on les appelle des grands prêtres, etc. Alors, à partir du moment où on n'applique pas la loi, on n'est pas dans un État. Lorsque, par exemple, vous avez des gens qui tuent, je prends le cas du Congo, nous avons des tueries tous les jours. Mais c'est nous, Congolais, qui avons décidé
de mettre en veilleuse l'application de la peine de mort. Peine de mort. Alors, des grands pays comme les États-Unis continuent à appliquer la peine de mort. Au Congo, vous dites non, non, on va laisser la peine de mort. Et finalement, nous sommes créés des problèmes nous-mêmes. Si on applique les lois, les gens vont commencer à avoir peur. Quand on n'applique pas les lois, on est dans l'impunité. Et c'est ça qui a conduit le pays à la situation actuelle. Deuxièmement, quand on parle de catéchisme, etc., on nous apprenait, nous avions été des scouts, des kiros, on nous a appris la vie en société. Mais on avait détruit ça avec le mouboutisme. Le mouboutisme bon, aujourd'hui, vous tous avec vos partis qui gèrent maintenant, là, vous êtes beaucoup plus, il y a des danseurs, etc. Mais à un danseur, il faut lui apprendre que la politique, ce n'est pas la danse. La politique, ce n'est pas se disputer à la fin d'un meeting, c'est la tête. C'est pourquoi il faut conscientiser les gens, et on peut le faire. Il y a des jeunes dans beaucoup de pays africains, mais les gens ne se comportent pas comme ça. Moi, j'enseigne par exemple en Côte d'Ivoire. Quand je vois le comportement des étudiants ivoiriens, et même en face ici, c'est pas comme le comportement au Congo. Les jeunes respectent les aînés, ils ont peur de prendre des positions, d'insulter publiquement. Ça, on ne trouve pas dans des pays comme le Congo. Les gens sont devenus... On est devenus fous collectivement. Tout le monde est fou. Et chacun... Mais bon, enfin, c'est... Vous voyez que je m'inclus dans cette folie collective-là. Alors, dans une folie collective, il faut trouver des gens capables de ressortir, de demander à ce qu'il y ait un changement de comportement. Et ça, c'est possible. Mais c'est possible avec aussi un bâton. Oui, Avec un bâton. Je prends l'exemple, M. Peter Kazali aura peut-être ce problème-là sur la route. Si vous voulez savoir qu'un État existe, regardez comment les gens se comportent sur la route. En ce moment-là, vous saurez qu'il y a un État qui existe. Les gens ne respectent pas, ils rentrent dedans, et ça, il y a des morts d'hommes. Et même les... Et personne ne s'allume. Tout le monde est content. Tous les soirs, nous tous, on a peur qui habitons en dehors de la ville du centre-ville de Kinshasa. On a tous peur parce qu'on ne sait pas, sur la route, on ne voit même pas les éléments de forces armées pour réguler. Il n'y en a pas. Oui. Et comment on peut... Parce que quand vous perdez le temps, vous perdez aussi de l'argent. Les gens oublient qu'en consommant le carburant sur la route, on s'appauvrit davantage. Alors, Juste une minute. on passe à une autre. S'il vous plaît, on passe à... minute. Juste pour le sujet. Mais on passe à un autre sujet. Nous avons parlé du remaniement, assez parlé du remaniement. Je voudrais qu'on puisse conclure là-dessus. On a comme l'impression que les Congolais oublient ce qu'avait dit Nicolas Boileau, qui disait « aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue ». Ce que vous faites là comme travail, je pense que ça devait profiter à ceux qui ont le pouvoir. Le pape, lorsqu'il a dit que le pouvoir, c'est quelque chose qui devient pouvoir lorsque ça devenait service. Parce qu'il en sait quelque chose, il dirige, lui. Voilà ce que nous avions à dire là-dessus, mais revenons sur le sport. Aujourd'hui, nous avons un pays qui n'a pas de stade. Nos équipes doivent jouer dehors. Aujourd'hui, nous avions aligné 4 équipes dans les championnats d'Afrique. Donc ça fait 5 équipes congolaises alignées en football. Ces équipes sont sorties. Vous êtes politique, monsieur Loboya. Vous êtes politique. Vous savez que les victoires sportives sont des victoires politiques aussi. Oui, aussi. Alors, que diriez-vous? Oui. Moi, ici, je vais faire des observations avec des recommandations en même temps. C'est qu'il est vrai, les secteurs du sport en République démocratique du Congo a connu une dégringolade qu'on ne saurait qualifier. Et il est très important que l'on se relève. En tout cas, dans toutes les disciplines, le Congo a vraiment souffert ces dernières années.
Et il s'est avéré, comme le dit le Congolais lambda, hein, c'est que nous avons un problème d'organisation. Alors, il y a eu des états généraux sur les sports, je crois, en 2022. Les états généraux. Oui, oui. Il y a eu des états généraux. Dans ces pays, souvent, on aime les états généraux, les consultations. Voilà pourquoi, déjà, une première recommandation, c'est que nous devons nous attacher au principe de la continuité de l'État. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que quelqu'un vienne, et j'espère que le nouveau ministre du Sport ou le nouveau ministre du Sport ne va pas chercher encore à avoir des états généraux. Ce sont des choses qui vous retardent. Les problèmes sont connus. Il y a eu des consultations et il faut s'attaquer à ces problèmes qui ont été relevés. Alors, parmi les problèmes relevés, nous avons la question relative au vieillissement des infrastructures sportives à travers le pays, parce que souvent on regarde à Kinshasa et pourtant c'est à travers la République que nous avons ces problèmes. Il y a par exemple les jeunes de Kisangani qui se plaignent parce que les stades Lumumba n'existent que de nom, le terrain n'existe plus, il y a des hautes herbes et il y a même des gens qui commencent à faire des maisons, c'est devenu un repère des brigands et tout ça, alors qu'un stade, c'est déjà le symbole au fait de la promotion de la jeunesse pour un gouvernement, hein, pour un État. Et donc voilà les vieillissements des infrastructures sportives. Ils ont relevé le fait que la loi relative au sport, la loi sportive, était devenue obsolète, qu'il fallait la revoir. Il y a un projet de loi qui est, je crois, ça doit être au niveau du Parlement ou sur la table du président de la République pour promulgation. Mais ça, c'est quelque chose que le ministre devra aussi suivre. Il y a la promotion du sport scolaire. Parce que vous savez, directeur, les sports scolaires, c'est une manière de promouvoir le sport à moindre coût. Parce que déjà, ça peut s'organiser au niveau des écoles sans débourser beaucoup d'argent, mais aussi, ça vous permet de répertorier des talents. Parce qu'il y a beaucoup de talents qui sommeillent, qui sont peut-être même actifs, mais qu'on ne sait pas voir. Mais en amplifiant ou en ravivant la flamme du sport scolaire, nous pouvons arriver à détecter ces talents. C'est aussi quand même des choses qui apportent la paix sociale, je veux dire, dans le sens où, vous savez, quand la jeunesse est active. Aujourd'hui, nous avons des quartiers où il y a des jeunes, hein, des différents quartiers qui ne s'entendent pas. C'est la guerre, parce qu'il y a les Anglais de ceci et les Coréens de l'autre côté. Mais en réalité, si nous avons les sports scolaires, par exemple, ça peut faire que des jeunes des différentes contrées, dans une même ville, dans différentes provinces, et ça va même nous amener à bien réunifier le pays, à remettre les sentiments d'unité nationale, parce que les jeunes se parlent. Les jeunes, avant, vous savez, directeur, je crois, à votre époque, vous pouviez quitter Kinshasa pour aller étudier à Kisangani, ou à Mbandaka, ou à Kananga. Voilà. Mais aujourd'hui, en 2023, au lieu que nous soyons ultra connectés avec la technologie qui existe, les provinces sont de plus en plus éloignées. Un jeune du Katanga se sent très loin d'un jeune de Kinshasa et celui-là très loin d'un jeune de la Chopo ou du Nord Kivu. Okay. Donc il faudrait vraiment ça. Et peut-être pour chuter, juste là, parce que c'est souvent ça le problème, directeur, l'argent. L'argent. Souvent, nous avons des problèmes au niveau des disciplines sportives. Il y a l'objectif 2014, qui est un programme qui était présenté par le ministre des Sports sortant, qui voulait un peu refaire un peu l'environnement sportif. Mais le gros problème, c'est toujours l'argent. Alors, première chose, moi j'étais très étonné de voir par l'allocution du ministre des Finances que le ministère des Sports n'avait que 5,4 millions de dollars en termes de budget annuel sur 2022. C'est terrible, c'est grave. Parce qu'on ne peut pas se contenter de 5 millions pour élever les sports. Il faudrait que tout soit programmé, que toutes les disciplines, je crois Mme Abongo l'avait dit la fois passée, que toutes les disciplines remontent les compétitions qu'elles doivent avoir, remontent leurs besoins, comme ça on arrive à programmer ça et on n'a plus de scandales à la télé du type
telle équipe devait voyager ou telle autre équipe devait voyager ou aller à une compétition, mais il n'y a pas eu d'argent. Ça va aussi demander du management, à part le budget national, que nous ayons des bons managers qui font que notre sport puisse avoir des sponsors. Et ils ont même avancé une idée qui a été utilisée au Togo, je crois, c'est que, non, au Bénin, c'est que qu'on trouve des entreprises commerciales qui acceptent de donner, par exemple, un certain pourcentage de leurs bénéfices pour la promotion du sport. Parce que souvent, c'est l'argent qui nous a souvent posé problème. Tu voudrais bien attendre, oui. Vous disiez Disons, une partie a été déjà élaguée par Darich. À savoir, il faut une politique cohérente. Il a bien situé les choses. C'est-à-dire, il faut du sport, non seulement à l'école, le sport dans les quartiers. Il faut des politiques publiques qui donnent des financements par rapport au sport. Et au-delà, trouver des sponsors, c'est très important. Regardez avec désolation en même temps que moi, quid du stade Reina Street qui est devenu le stade Maloula, abandonné. Quid du stade de Kitambo, Vélodrome de Kitambo, abandonné. Personne ne voit même ça comme si c'était les stades. Quid des stades municipaux où il y avait un programme, une programmation. Personne ne s'en occupe. Combien de ministres sont passés depuis qu'on a démarré les travaux? C'est certains stades qui ne sont même pas finis. Ça pose un problème de cohérence. Ça pose un problème de moyens, certes, mais il y a manque de cohérence. Je vous l'ai dit au départ que le sport va de pair avec la jeunesse. Ça va de pair aussi avec l'éducation. L'éducation doit être complète. Mensana incorpora sano, un corps sain dans une âme saine. Donc il faut former un jeune, c'est un tout. Je vous ai dit, dans certains contrées, il y a des jeunes qui n'aiment pas l'école, même ici. Mais le fait qu'on instille le sport à l'école, il y en a qui iront pour le sport. Mais à partir du sport, ils vont petit à petit s'intéresser aux cours classiques, etc. Le sport, c'est un élément important qui devait être parmi les axes les plus importants de la politique du gouvernement, la politique de notre pays. Mais quand moi je passe à Kinshasa, face à la commune de Kinshasa, je suis très désolé. À Kitambo, pareil. Regardez le stade de Bandal, il y a des herbes partout. Non, non, je préfère me taire. Je pense que les citoyens le savent et le voient. Oui, monsieur. Vous savez, je pense que cette émission, c'est une émission qui permet à ce que la population repère et que les gens comprennent un peu les soucis que nous avons pour la nation, étant dans le poste de responsabilité ou pas. Je pense que c'est seul le peuple congolais qui peut juger ce que nous sommes en train de dire ici sur le plateau. Moi, je vous dis que la question du sport, vous veniez de le dire, que même au niveau des compétitions d'ici sous peu, nous commençons même à quitter le Congo pour aller jouer ailleurs, par le fait que le stade, d'abord le plus grand stade ici, n'est plus opérationnel. Est-ce que les Congolais se rendent compte que le nombre de stades que nous avons ici à Kinshasa ne répondent plus aux 20 millions d'habitants qui ont des enfants ayant la capacité d'aller au sport? Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Est-ce que nous nous rendons compte que l'énergie dont les jeunes disposent aujourd'hui, on les donne comme quoi comme sport? Le wewa. Et le wewa que vous voyez là, c'est de l'énergie. Ils sont en train de travailler dans ça comme l'énergie sportive, que des fois ils pouvaient faire cette énergie du matin jusqu'au soir avec la manière qu'ils sont en train de conduire là. Et c'est ça qui est désolant dans notre cher pays. Et moi je pense qu'aujourd'hui, les nombres, regardez dans chaque commune le nombre de constructions. Vous n'allez pas trouver là où on pense à mettre le lieu de sport. Adarish a parlé tout à l'heure là de sport au niveau des écoles. Mais les écoles ont quoi comme stade? Regardez les écoles. Les écoles n'ont rien, ils ne disposent pas de stade. Si, les écoles non, attendez, attendez. Vous dites bien le terrain. Mais ce ne sont pas des terrains qu'on peut appliquer des sports qui permettent à ce que nos enfants soient compétitifs à dimension internationale.
Ça, vous le savez très bien. Tout était prévu. Donc, je ne dis pas des choses ici juste pour critiquer. Je dis des choses pour qu'on ait un repère qui permet à ce que nous ayons des idées lesquelles vont permettre à ce que nos enfants, nos petits-enfants, demain ou après-demain, puissent aller vers de l'avant. Oui, non. Le sport scolaire dispose de stades scolaires. Mais dans Ça les existe. écoles, Oui, mais non, ça n'existe pas. Il y a Non, des non. espaces, J'ai étudié. Non, mais Le terrain de la Gombe, c'est on pas a tous les vendu. s'il vous Ils ont plaît. vendu, hein. Vous n'allez pas prendre tous les enfants de toutes les écoles pour les mettre à Boboto. Les écoles- Vous n'allez pas prendre tous les enfants de toutes les écoles de Kinshasa pour les mettre. Il n'y a que quelques écoles. Des Si elle anciens avait- Il n'y a que quelques écoles. L'ensemble des écoles, surtout privées, aujourd'hui ne disposent pas de stades qui permettent à ce que les enfants. Regardez même les écoles privées. Ce sont les écoles qui sont promis, dont les parents sont des gens qui ont les moyens. Ils mettent leurs enfants dans les écoles privées. Et ces écoles privées, allez voir. Il y a même des places pour la Vous comprenez? récréation. Donc c'est ça qu'il y a moyen de décrire pour voir quel est standard d'environnement que nous devons écrire pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants demain après-demain. Vous voyez, au moment où je vous parle, tous les ministres sont environnementés par de policiers qui les entourent. Du bureau du ministère jusqu'à la maison. C'est une prison inutile qui ne permet pas à ce que ce ministre-là puisse être au contact de ceux qu'il connaît et pour agir ou réagir d'une manière ou d'une autre avec la population. C'est ça. Donc, du coup, vous allez trouver que la population se trouve dans une errance abandonnée complètement. Et moi, je ne veux pas, demain ou après-demain, lorsque les cas gravissimes puissent quand même s'élever et qu'on vienne dire que nous n'avons pas dit. Je prends mes responsabilités de les dire et de les dénoncer ici sur le plateau de la télévision, de façon à ce qu'ils prennent conscience par rapport aux enjeux qui arrivent par rapport à la jeunesse et nos enfants, nos petits-enfants, qui regardent les émissions comme forme de médias. Oui, professeur pour le sport, vous aviez un petit... Le problème, c'est qu'il faut investir dans le sport. Dans tous les pays du monde, lorsqu'on veut créer un quartier, on doit avoir un plan d'aménagement qui prévoit les terrains de sport, etc. Ce n'est pas le cas avec le Congo. Regardez tout ce qu'il y avait comme terrain, les terrains municipaux, etc. On a loti dans ces terrains-là. Donc c'est une politique globale qu'il faut envisager. Ensuite, il faut aller aux dirigeants sportifs, les gens qui encadrent les jeunes, qui sont des responsables des équipes, etc. Beaucoup n'ont pas de formation nécessaire. Ils y vont s'il faut des compétitions internationales parce qu'ils pensent qu'il faut aller prendre de l'argent. Donc c'est un problème global. Il faut simplement qu'on y mette les moyens nécessaires. Et vous avez des applications dans beaucoup de pays. Il n'y a pas que les sociétés commerciales qui peuvent aider. Si on avait des entreprises normales, parce que moi je ne vois pas des entreprises au Congo, parce que les entreprises publiques sont des canards boiteux, elles n'ont rien. Les entreprises commerciales, tout le monde est dans l'informel, donc il n'y a pas des gens qu'on peut intéresser pour leur dire, voilà, investir dans le sport, il y aura diminution de certains impôts, etc., contre le développement de l'activité. Ça n'a pas marché. Donc c'est un problème qu'il faut penser. Et moi, je profite pour féliciter le ministre du Sport. C'est un ami de longue date. Nous avons joué ensemble quand nous étions jeunes, dans l'équipe de football. Et nous avions des terrains, vous avez basket, volley, terrain de football, etc. Et il y avait des championnats même au niveau de la province. On pouvait même faire des matchs avec les provinces voisines, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est un travail qu'il faut faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire là. Un travail. Merci beaucoup, M. Noël. Je serai très bref, comme d'habitude. Vous savez, le secteur de sport dans notre pays, c'est un secteur oublié, c'est un secteur négligé, comme l'a dit Aldarich. On ne donne pas assez de moyens. C'est parce qu'on ne voit pas l'importance de ce secteur. Or, lorsque vous voyez certains pays d'Amérique latine, ces pays sont connus parce qu'ils ont valorisé le sport dans leur pays, entre autres le Brésil et d'autres pays. Vous savez, M. Noël, il y a un défi qui est devant nous, les Jeux de la francophonie. Je suis en train de me poser la question, les athlètes vont jouer où? Dans quel stade précisément? Alors que le stade de Martyr, là,
C'est le stade qu'on a dit que voilà, ça ne répond pas aux critères, les toilettes sont très sales. Oh, il y a un administrateur, nous avons tout un ministère, il y a des services là-bas, mais on dit que voilà, ce stade n'est pas opérationnel. Maintenant, il y a le défi devant nous, les Jeux de la francophonie. Ça commence au mois de juillet. Quand vous voyez les travaux, quand vous passez devant le stade des Martyrs, les travaux avancent à pas de tortue. Maintenant, lorsque nous allons arriver au mois de juillet, qu'est-ce que nous allons devenir devant les autres? À l'intérieur du pays, ça pose problème avec les terrains. On commence, mais on n'achève pas. Mais on doit achever. Quand on commence, on doit quand même achever. Vous prenez le stade Tata Raphaël, il est à quel niveau? Il a évoqué le stade Cardinal Malou. Il est à quel niveau? Les athlètes seront logés où? Donc, tout ça, ça demande qu'on mette des moyens, qu'on mette aussi du sérieux. Sinon, nous serons ridicules. On risque encore de reporter cette grande manifestation qui peut faire en sorte que notre pays soit connu, apprécié, aimé. C'est un événement de taille. On a dit tout à l'heure que la diplomatie nous a permis que la voix de la RDC soit entendue. Mais maintenant, là, qu'il y a les Jeux de la francophonie, moi, je suis en train de me poser des questions. Si nous ne sommes pas prêts, en tout cas, on peut renoncer et chercher un autre pays. Parce que nous risquons d'être ridicules. Ce jour-là, à l'inauguration, on se pose des questions, mais ça va se passer comment? Alors que les travaux avancent à pas de tortue. Donc, nous devons mettre les seuils et donner aussi les moyens à nos athlètes. Regardez, lorsqu'il y a les Jeux olympiques, vous avez des pays qui alignent des athlètes et des athlètes. Et c'est très beau à voir. Mais la RDC, un grand pays comme le nôtre, nous alignons combien d'athlètes? Quelle est la dernière année où la RDC a participé aux Jeux olympiques? Est-ce qu'on peut nous le dire? Nous passons. Quel résultat? Pour quel résultat? Moi, je me souviens, c'était les Jeux olympiques de Séoul en 88, où nous avions une dame qui a couru et qui était la dernière. Donc, nous devons quand même nous préparer, M. Noël. On doit quand même vivifier ce secteur, parce que ce secteur, c'est un secteur porteur des recettes. On peut faire beaucoup de recettes avec le sport si nous savons nous savons aussi dénicher les talents. Parce qu'aujourd'hui, il y a des disciplines africaines qu'on peut mettre en exergue, les libanda. On peut faire en sorte que ça devienne un sport mondial. Il y a les Nzango. On peut faire en sorte que les Européens aussi commencent à jouer au Nzango, bien que c'est africain. Donc, on a quand même des choses que nous pouvons mettre sur la place publique et que ça devient des sports internationaux. Mais mettons quand même le sérieux dans notre secteur, comme vous avez votre collègue journaliste qui vient d'être nommé ministre des Sports, lui qui connaît un peu la réalité du sport congolais, je crois qu'il a des solutions qu'il pourra apporter. Oui, on ne peut pas dire que voilà, il ne peut rien faire. Kaboul n'est pas moindre, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui s'imprègne, qui est imprégné des réalités du sport de notre pays et il peut aussi apporter des solutions pourvu qu'on lui donne les moyens qu'il faut. Ok. Oui, alors, mais le tout? Je crois que tout a été dit. C'est vraiment dans ce domaine-là, c'est la désolation. Il faut le reconnaître. On a échoué. Oui, c'est un échec. C'est un échec parce que déjà, quand vous voyez les infrastructures sportives dans ce pays qui sont laissées à l'abandon, il n'y a aucune politique, vraiment une vraie politique pour le sport dans ce pays. C'est-à-dire que chaque ministre qui vient, chacun essaye de rafistoler un peu, d'essayer un peu, ça peut comme un kizobazoba, comme on dit, c'est-à-dire on ajoute ça, on rajoute un SM, non. C'est-à-dire qu'on doit tout repenser à la base, tout. Moi, là, je parle sous contrôle du professeur, je crois qu'il devrait avoir une chaire, non, de l'éducation physique à l'université. Oui, ça existe. Ça existe encore. Et ça a combien fait qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là qui... Ça a combien voilà. Donc, voilà. Le problème commence déjà par ça. Parce qu'on ne sait pas qui est à la base des confitures. De confitures, là, excuse-moi le terme. Vous savez, dans le passé, il y a eu des pays qui ont utilisé les sports comme moyen politique. Oui. Hitler l'a fait. Oui. Quand il a commencé en 38 ou 37, il savait que les Jeux olympiques arrivaient et il en a fait un miroir. Ouais. On a dit que c'était le racisme, ceci, cela. Il sait que le monde entier le voit et il avait la naissance du cinéma aussi. Donc il a profité des Jeux olympiques pour montrer ce qu'était Berlin, ce qu'était l'Allemagne. Les pays de l'Est, de l'Europe, l'Union soviétique et tout,
les seuls moments où nous, du bloc de l'Ouest, on pouvait avoir accès à eux, c'était pendant les Jeux de sport. Cuba, qui a été marginalisé pendant des années, hein, sous embargo, pour montrer au monde que voilà, c'est un peuple debout, le sport. Pourquoi nous on ne le fait pas? Pourquoi on ne réfléchit pas? Mon ami l'a dit ici, il faut commencer au niveau scolaire. C'est là que ça doit commencer. Avec une vraie politique. Non, c'est pas dans le ministère. Il y a des spécialistes. On parle de quoi? De l'activité physique. On parle de quoi? De l'éducation physique. On parle de quoi? On parle du sport. Tout ça est à redéfinir. Tout ça est à redéfinir. Voilà. Donc, les termes, les normes, tout est un peu mélangé. D'où, là, bon, je souhaite vraiment bonne chance à son Excellence Kaboul, là, parce que là, il a du boulot. Oui, rapidement. Ça, c'est sûr. Moi, je suis quand même... Mais j'étais triste, mais avec la nomination de mon vieux Kaboul, Mwana Kaboul, j'ai quand même de l'espoir. Mais je voulais rappeler une chose, que le sport, surtout le foot, c'est un élément fédérateur. Je me rappelle le match RDC-Brazzaville. C'est toutes les villes qui étaient inondées par des gens qui dansaient, qui chantaient. Le match aussi des chaînes RDC-Rwanda. Donc c'est vraiment un élément fédérateur. Mais faisons un état des lieux historique. Vous verrez que dans le foot, nous avons eu la première coupe d'Afrique des Nations, c'est en 1968. C'est-à-dire des gens qui avaient déjà 25 ans. Donc, ce sont une génération laissée par le Belge. Et la dernière coupe de Cannes, c'est en 1974. Donc, les gens que les Belges ont laissés de pipi. Et depuis que nous, on a commencé maintenant à former les nôtres, on n'a jamais eu encore la Cannes. On aura le Chan, c'est en 2009 et en 2016. Ça, c'est déjà un problème. Deuxième problème qu'on soulève sur la question des infrastructures. Tout le temps de la colonisation, un seul stade. Et les 32, je parle des stades où on peut jouer. Après 32 ans, il y a eu le deux stages. Et maintenant, avec Joseph, on a essayé un peu de faire des stades, mais avec des pelouses synthétiques qui n'étaient pas achevées. Il y a un problème de gestion de ces stades. Ces stades ne pouvaient pas être opérationnels du fait que ça génère des ressources propres. Lorsqu'on joue, lorsque les églises organisent leur croisade, ils payent. Les églises payent. Mais autre chose que je me demande, c'est qu'on achète, on loue un entraîneur. Vous verrez tout puissant Mazembe paye un entraîneur expatrié 40 000 $. Nous ici, on paye aussi 40 000 $. Mais pour former un entraîneur de haut niveau de diplôme, c'est 30 000 $. Donc, vous dépensez 10 mois, l'argent qu'on dépense pour payer pendant une année un entraîneur expatrié, c'est l'argent qu'on peut former 15 entraîneurs de type haut niveau. Mais nous, on n'a pas ce genre d'entraîneur. Non, je dis ceci, même pour Mazembe, au lieu de payer un blanc, vaut mieux former des anciens de Mazembe pour en avoir autant. Alors, autre chose, c'est qu'on n'a pas d'école de foot, il faut en avoir beaucoup. Et puis, j'ai parlé sur les championnats d'âge. Il fallait qu'on puisse imposer chaque équipe qui est alignée à l'INAFOOT doit avoir aussi son équipe de juniors et des cadets. Ça se faisait à l'époque quand on organisait. Mais les sponsoring aussi. Ce qui le professeur peut nous expliquer. Je ne comprends pas pourquoi chez nous il y a toujours des commissions. Vodacom que vous voyez là, organiser un championnat où vite à aller jouer, nos équipes allaient jouer là. Et ils gagnaient même des 500 000 tout consort. Mais Vodacom arrive ici, ne finance plus rien. Orange, c'est Orange qui finance les championnats au Mali. C'est Orange qui finance les écoles de foot là oui, tout ceci, en Côte d'Ivoire. Mais la même Orange est ici. Non, l'argent termine par les ministres et tout ça, des commissions. Et l'argent n'est pas financé dans les sports. Donc ça, c'est un sérieux problème. Je trouve que, comme on n'a plus le temps, on doit beaucoup travailler pour d'abord arrêter. Voilà les parties du professeur sur la justice. Arrêter tous ces gens-là qui bouffent la commission là. Alors que cet argent devrait être déversé pour sponsoriser les sports.
et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir. Voilà. Le sport, c'est un facteur très important que nous négligeons. Et la semaine prochaine, nous allons parler des Congolais qui ont un pays que le pape a qualifié de diamant, mais les Congolais sont en train de mourir dans des forêts et des savanes à l'étranger pour chercher le paradis. Et vous allez voir des images, ça fait pleurer. Nous disions, pour les sports, chaque école avait des différents terrains pour les disciplines différentes dans ce pays. Chaque école avait plusieurs terrains avec de différents types de sports. Nous étions appelés à l'époque une nation sportive. Nous avions un cyclisme de Manzambi, n'existe plus. Manzambi, on en parlait à travers l'Afrique. De Tsinda, un cyclisme, on n'en parle plus. Boxe, nous avions des Ngunza, nous avions des Belgica, on n'en parle plus. En football, nous étions le premier à envoyer, les Africains, le premier à envoyer les joueurs en Europe. En Europe, jouer dans les équipes européennes, Mukuna. C'était le premier noir qui a évolué en Europe avant, professionnel. Des bonga-bonga et tout ça, en sport. En basket, nous avions des joueurs comme les Lingenga, les Nguya, tout ça. On n'en parle plus. Et les autres médailles. Maintenant, les sports étaient au Congo, on appelait nation sportive. Ceux qui ont brillé ici à Kinshasa dans de grandes équipes venaient des provinces. Ndaï Moutoubila venait des provinces. De Katumba, de Ntumba. Ça venait des provinces. Formés en province. Oui. Ils venaient des provinces. Et ils ont brillé dans de grandes formations ici à Kinshasa. Donc, nous avons de grandes responsabilités sur le sport. J'espère que Kaboulou a du pain sur la planche. Les Jeux de la francophonie arrivent. Est-ce que vous suivez là où les athlètes se préparent? Les autres viendront ramasser des médailles ici. Ils attendent 3 semaines avant. Les autres viendront ramasser des médailles, puisqu'en face, il n'y aura pas de correspondants des Congolais. Voilà les dangers. Monsieur Kaboulou, nous espérons bien que vous allez vous occuper rapidement de cette situation. Les écoles, c'est le creuset. C'est là, la pépinière, où il faut trouver de futurs athlètes, dans toutes les disciplines possibles. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Merci, professeur, d'avoir... Vous êtes trop pris, trop chargé. Bon, ce sera difficile, mais je serai toujours disponible. Si l'occasion se prête, bon, je viendrai vous suivre. Alors, ne vous découragez pas, nous vous soutenons avec les nouveaux partis. On dit les bons vins toujours viennent en dernière minute. Je remercie les sympathisants que j'ai trouvés autour de la table. J'espère qu'ils vont nous rejoindre pour que nous changeons le pays. Non, c'est un parti des cadres, d'abord, qui doivent comprendre, et les cadres vont aider la masse à savoir ce qu'il y a en politique. Voilà, mesdames et messieurs, au revoir. Merci l'équipe technique, merci la réalisation. À la prochaine. Unité